Nous avons vu dans la précédente vidéo les différents types de germination, les étapes ainsi que la mobilisation des réserves. Voyons maintenant les conditions nécessaires à cette germination. Des conditions internes propres à la graine doivent être réunies. La graine doit être mature, son embryogénèse doit être achevée avec ses différentes parties différenciées. Elle doit être en vie ralentie, c'est-à-dire toujours vivante avec une activité métabolique réduite. L'évolution de la graine est sous la dépendance de phytohormones dont les concentrations changent en permanence. Une même hormone peut avoir des effets inhibiteurs ou activateurs sur un processus en fonction de sa concentration. On parle d'effet dose. Plusieurs hormones agissent en même temps sur un même processus. L'état de la graine dépend donc à tout moment des hormones et de leur concentration. On parle de balance hormonale. Présentons de manière simplifiée l'action de trois de ces phytohormones. Tout d'abord, l'ABA ou acide abscisique. L'ABA voit sa concentration augmenter lors de la formation de la graine. L'ABA stimule la croissance du jeune embryon et l'accumulation des réserves, mais elle inhibe la germination. Lorsque la graine est mature, sa concentration diminue, permettant ainsi la germination. La gibéréline ou GA est considérée comme l'hormone globalement antagoniste de l'acide abscisique. La gibéréline augmente en concentration avant la germination, permettant la levée de dormance de certaines graines. La gibéréline stimule la germination avec notamment, comme on l'a vu, la mobilisation des réserves. Enfin, l'AIA ou auxine stimule l'embryogénèse. Elle stimule la mise en place de la jeune racine, la rhizogénèse, mais elle inhibe son allongement. Donc la concentration d'AIA varie tout au long du processus de développement de la jeune plantule. Les conditions externes doivent également être favorables. En termes d'eau, il doit y avoir suffisamment d'eau dans le sol pour le phénomène de réhydratation. Le dioxygène doit également être présent dans le sol, donc il doit être suffisamment aéré pour la respiration de la graine. Et enfin, une température adéquate doit permettre le déroulement des réactions métaboliques en permettant l'activité des enzymes. Enfin, pour certaines plantes qu'on détaillera, dont le processus sera présenté tout à l'heure, il y a besoin d'une certaine quantité de lumière avec une certaine rythmicité. Donc, ce sont les graines qu'on va qualifier de graines à photosensibilité positive. Donc, si toutes les conditions sont réunies, les graines vont potentiellement germer, mais pour certaines, il faudra au préalable une levée d'inhibition, encore appelée levée de dormance. Les dormances correspondent à une vie ralentie profonde, un arrêt de développement qui nécessite des stimuli spécifiques pour être levé. Lorsqu'une graine est en vie ralentie simple, les conditions environnementales favorables en termes de température, d'eau sont suffisantes à sa germination. Si la graine est en dormance, elle est inapte à germer, même si ces conditions abiotiques sont favorables au métabolisme. Le retour à la vie active pour une graine dormante nécessite des transformations internes induites par des stimuli
précis. Les dormances sont considérées comme une adaptation au milieu aérien qui, sous nos climats, présente de grandes variations en termes de température, de ressources nutritives en fonction des saisons. Les dormances permettent généralement de passer la mauvaise saison, l'hiver, sans germer et de reprendre une activité au printemps. On distingue plusieurs types de dormances. Tout d'abord, les dormances de type tégumentaire. Ces dormances de type tégumentaire peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que l'imperméabilité à l'eau des téguments, donc la graine ne pourra pas se réhydrater, ou encore l'imperméabilité au dioxygène, empêchant ainsi la diffusion du dioxygène vers l'embryon qui ne pourra pas respirer. Ça peut être également une résistance mécanique de ces téguments. Téguments étant trop durs, ils empêchent la sortie de la radicule. Ou encore la présence d'inhibiteurs chimiques dans les téguments. C'est le cas, par exemple, dans le pépin de pomme où du phénol va piéger le dioxygène, empêchant sa diffusion vers l'embryon. Ces inhibitions ou dormances tégumentaires peuvent être levées par différents stimuli. Dans la nature, ça peut être par exemple la lumière, pour les graines qualifiées de graines à photosensibilité positive. On parle alors de dormance photolabile, dormance levée par la lumière. La lumière ici déclenche un mécanisme qui stimule suffisamment l'embryon pour qu'il surmonte l'inhibition, l'opposition des téguments. Des molécules de type photoréceptrices vont capter les longueurs d'onde de cette lumière. Ceci a été analysé par exemple chez les akènes d'Astéracées et chez eux, les gibérellines peuvent remplacer l'action de la lumière. Naturellement, également, du fait du passage de l'hiver, on peut avoir une alternance de phases de chaud et de froid qui vont déstabiliser les téguments, ou encore alternance d'humidité, de sécheresse, ou l'action de micro-organismes, des champignons ou des bactéries qui vont ramollir les téguments, fragiliser les téguments. Expérimentalement, on peut mimer l'action de ces facteurs environnementaux par la scarification, qui consiste à griffer, choquer, battre ou donner des substances chimiques pour enlever les inhibiteurs tégumentaires. On peut également effectuer la stratification, c'est-à-dire le dépôt des graines sur des couches successives de tourbe à des températures faibles, aux alentours de 5 degrés, dans des atmosphères humides. Donc ceci permettra de ramollir les téguments et de dissoudre les potentiels inhibiteurs chimiques tégumentaires. Il existe également des dormances embryonnaires dues à l'incapacité de l'embryon lui-même à reprendre une activité. Ces dormances embryonnaires peuvent être levées dans certains cas par le froid hivernal. On parlera de dormance psychrolabile, psychro-froid labile levé, ou d'autres types de dormances embryonnaires peuvent être levées par la lumière, donc des dormances de type photolabile. Pour certaines plantes, on peut avoir plusieurs phases de dormance. On parlera à ce moment-là de dormance primaire et dormance secondaire. Elles vont pouvoir associer
plusieurs dormances tégumentaires successives, plusieurs dormances embryonnaires successives ou une dormance tégumentaire et une dormance embryonnaire.